Le jour où l'empathe comprend qu'il ne peut plus continuer à donner comme avant, quelque chose d'étrange commence à se produire en lui, quelque chose que Carl Jung avait déjà observé il y a près d'un siècle. Il croit parfois que les années l'ont rendu moins sensible, ou que quelque chose s'est éteint en lui. Pourtant, cette lassitude révèle surtout jusqu'où il a poussé sa compassion sans comprendre ce qu'elle lui coûtait réellement. Vous l'avez peut-être déjà remarqué chez vous, cet appel auquel vous n'avez plus envie de répondre parce que vous savez déjà que vous allez devoir écouter les mêmes problèmes. Cette irritation lorsqu'on vient encore chercher votre aide. Et surtout, ce soulagement étrange lorsque, pour une fois, vous décidez de ne rien faire. Alors une question finit par apparaître. Suis-je devenu froid ou suis-je simplement arrivé au bout de ce que je pouvais donner? Et c'est souvent dans un moment très banal que cette question devient impossible à éviter. Vous venez encore de passer 1 heure à rassurer quelqu'un alors que personne ne vous a demandé comment vous alliez. Vous raccrochez, le silence revient. Et pour la première fois, une pensée vous dérange vraiment. Combien de temps ai-je vécu ainsi sans même me demander ce que moi je ressentais? Mais il y a quelque chose de plus troublant, car ce besoin d'aider n'a peut-être jamais été aussi libre que vous le pensiez. Carl Jung avait montré que certains mécanismes anciens peuvent continuer à diriger nos réactions longtemps après que nous avons oublié leur origine. Et chez certaines personnes, une règle silencieuse finit par s'installer. Dès que quelqu'un souffre, elles se sentent responsables de faire quelque chose. Et si cette fatigue que vous prenez aujourd'hui pour une perte de sensibilité cachait en réalité quelque chose de beaucoup plus profond? Si votre compassion ne s'était pas simplement épuisée, mais qu'elle avait été liée pendant des années à un mécanisme intérieur dont vous ignoriez complètement l'existence? Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe vraiment le jour où l'empathe réalise que sa compassion l'a épuisé. Pourquoi cette prise de conscience bouleverse-t-elle autant ce qu'il croyait savoir sur lui-même? Et surtout, qu'est-ce qui se cachait silencieusement depuis toutes ces années derrière ce besoin presque impossible à retenir d'être toujours là pour les autres? L'émotion devient un ordre. Le téléphone affiche un nom familier et, avant même de décrocher, quelque chose en vous se contracte. Vous savez déjà ce qui va suivre. Une plainte, un problème à démêler, alors que personne ne pense à vous demander comment vous allez. Et pourtant vous répondez, presque malgré vous, comme si refuser n'avait jamais vraiment été envisageable. Ce réflexe cache un mécanisme précis, et Carl Jung permet de le nommer avec justesse. Ressentir la souffrance de quelqu'un n'est pas la même chose que se sentir obligé d'agir pour elle. Ce sont 2 phénomènes distincts, mais chez certaines personnes, ils fusionnent complètement au point de ne plus pouvoir être séparés l'un de l'autre. La tristesse d'un proche se transforme alors en demande silencieuse. Son silence devient une urgence à percer. Sa déception se change en faute qu'il faut réparer, même quand personne n'a rien demandé explicitement. Carl Jung parlait de différenciation psychique pour décrire la capacité à distinguer ce qui appartient à soi de ce qui appartient à l'autre. Chez une personne suffisamment différenciée, une émotion perçue reste une information. Elle observe la douleur en face d'elle, mais ne se sent pas automatiquement chargée de la faire disparaître. Chez l'empathe, cette frontière s'efface souvent sans qu'il s'en aperçoive vraiment. L'émotion étrangère traverse la peau, s'installe à l'intérieur et se transforme presque aussitôt en mission personnelle. Une collègue soupire dans un couloir et déjà vous cherchez ce que vous pourriez faire pour elle, sans même connaître la cause de ce soupir. Ce n'est pas uniquement l'intensité de ce que vous ressentez qui vous épuise en premier lieu. C'est ce qui se produit juste après, cette conversion presque instantanée de l'émotion perçue en obligation d'agir. Et voici un point que beaucoup découvrent bien trop tard dans leur existence, souvent après des années de ce fonctionnement. Il existe un signe simple pour repérer ce mécanisme à l'œuvre. Lorsque vous ne parvenez pas à observer la souffrance d'une personne sans ressentir aussitôt une forme de culpabilité, ce n'est probablement plus une compassion choisie librement qui agit en vous. C'est autre chose, une force plus ancienne, qui décide à votre place avant même que vous ayez pu réfléchir. Mais d'où vient exactement cette obligation? Pourquoi une personne se sent-elle immédiatement responsable face à la souffrance d'autrui, alors qu'une autre, confrontée à la même scène, ressent de l'empathie sans se sentir sommée d'agir? Ce n'est pas une question de caractère, ni de bonté supérieure.
Carl Jung apporte une réponse précise à cette question, et elle remonte bien plus loin dans votre histoire que vous ne l'imaginez probablement. Quelque chose s'est installé très tôt, à une époque où vous n'aviez pas encore les mots pour le comprendre et que la partie suivante va mettre en lumière. L'ancienne promesse. Pour comprendre d'où vient cette obligation d'agir, il faut remonter beaucoup plus loin que la situation présente. Carl Jung décrivait ce qu'il appelait des complexes, des ensembles d'émotions, de souvenirs et de croyances organisés autour d'une blessure ou d'un besoin ancien. Lorsqu'un complexe s'active, il prend temporairement le contrôle de la perception et des réactions. Ce n'est plus vous qui choisissez, c'est une réponse déjà écrite depuis longtemps qui se rejoue. Imaginez un enfant assis à table, qui apprend à lire le visage d'un parent avant même de savoir lire un livre. Un ton de voix légèrement plus sec, un silence qui dure un peu trop longtemps, et déjà il ajuste son comportement pour apaiser ce qu'il perçoit. Il n'a pas choisi cette vigilance. Elle s'est imposée à lui comme une condition de survie affective. Une promesse silencieuse s'est alors formée, sans jamais être formulée à voix haute. Si je comprends les autres avant qu'ils ne parlent, je resterai en sécurité. Si je ne dérange personne avec mes propres besoins, je garderai ma place. Si je deviens indispensable, on ne m'abandonnera pas. Ce mécanisme avait autrefois une fonction réelle. Il protégeait un enfant qui n'avait pas les moyens de se défendre autrement. Mais à l'âge adulte, cette même stratégie continue de fonctionner, alors que le danger a disparu depuis longtemps. Elle pousse à détecter la souffrance partout et à se sentir responsable de personnes qui pourraient très bien prendre en charge leur propre vie. C'est ici qu'apparaît une nuance essentielle, souvent mal comprise. Une décision libre peut être réévaluée à tout moment, discutée, remise en question sans provoquer de panique intérieure. Un complexe activé, lui, produit une urgence disproportionnée, une peur presque physique, l'impression que refuser serait moralement dangereux. Alors la question à se poser devient plus précise que le simple constat de fatigue. Qu'est-ce que je crains réellement de perdre lorsque je refuse d'aider? Cette peur ancienne, une fois nommée avec honnêteté, commence déjà à perdre une partie de son emprise sur vous. Mais cette ancienne promesse n'est pas restée enfermée dans l'enfance. Elle a fini par se transformer en quelque chose de plus large, une véritable identité que l'entourage a lui aussi appris à reconnaître et à solliciter sans relâche. Et c'est précisément ce glissement, du besoin de sécurité au rôle social tout entier, que nous allons maintenant découvrir. Le masque sans repos. Cette ancienne promesse, née dans l'enfance, ne reste jamais confinée à la sphère privée. Avec le temps, elle se transforme en quelque chose de plus visible, de plus social. Carl Jung appelait cela la persona, cette identité que l'on présente au monde pour trouver sa place parmi les autres. Chez vous, elle a peut-être pris la forme de celle qui écoute, du pilier de la famille ou de la personne forte qui ne demande jamais rien. Le problème ne vient pas du rôle en lui-même. Porter une identité sociale est normal, presque inévitable. Le problème commence lorsque vous ne portez plus seulement ce rôle devant les autres, mais que vous vous identifiez totalement à lui. Vous ne pensez plus « j'aide » parfois. Vous pensez « je suis celle qui aide ». Et cette phrase change tout. Pensez à ce repas de famille où tout le monde se tourne vers vous dès qu'une tension apparaît, sans même vous poser la question. Vous désamorcez, vous rassurez, vous trouvez les mots, pendant que les autres continuent simplement de manger. Personne ne vous a désigné officiellement. Et pourtant ce rôle vous colle à la peau depuis si longtemps que plus personne, vous y compris, n'imagine qu'il pourrait en être autrement. Dès lors, se reposer devient suspect. Refuser devient une trahison de vous-même. Demander de l'aide provoque une gêne presque insupportable, comme si vous trahissiez le personnage que vous êtes censé incarner depuis toujours. Et voici ce que beaucoup ne voient pas venir. L'entourage finit lui aussi par s'adapter à cette persona, souvent sans mauvaise intention. Plus vous semblez inépuisable, moins les autres pensent à vérifier si vous allez bien. Vos sacrifices répétés deviennent progressivement la norme, presque invisibles, comme un service que l'on attend sans jamais le remarquer. Un cercle se met alors en place, discret, mais tenace. Vous cachez votre fatigue, les autres vous croient disponible, ils sollicitent davantage votre aide et vous vous sentez encore plus obligé de tenir votre rôle jusqu'au bout.
Il existe pourtant un test simple pour évaluer la nature réelle de vos relations. Que reste-t-il d'un lien lorsque vous cessez, ne serait-ce que quelques semaines, de remplir votre fonction habituelle? Une personne réellement attachée à vous s'intéresse à ce que vous traversez. Une personne surtout attachée à votre persona cherche avant tout à rétablir votre ancienne disponibilité. Mais attention à une confusion fréquente. Toute difficulté d'adaptation chez l'autre ne révèle pas automatiquement une relation intéressée. Le véritable indicateur se trouve dans la capacité durable de cette personne à reconnaître que vous existez en dehors de ce que vous lui apportez. Ce masque que vous portez depuis si longtemps ne s'est pas construit sans conséquence, car tout ce qu'il vous a fallu taire pour le maintenir intact ne disparaît pas simplement parce que vous n'en parlez jamais. Et ce que cette part silencieuse contient réellement, c'est justement ce que la partie suivante va révéler. Ce que l'ombre réclame. Ce masque que vous portez depuis si longtemps repose sur une image bien précise. Vous voulez vous percevoir comme quelqu'un de généreux, de patient, de compréhensif. Et pour préserver cette image, vous rejetez presque instinctivement tout ce qui semble la contredire, la colère, le besoin de recevoir, ou simplement le soulagement ressenti lorsqu'une personne s'éloigne enfin. Carl Jung appelait cela l'ombre, cette part de nous que nous refusons de reconnaître parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons donner. Mais ces éléments rejetés ne disparaissent jamais vraiment. Ils continuent d'exister quelque part en dessous et continuent d'influencer vos réactions depuis l'inconscient. Pensez à cette fois où vous avez raccroché après avoir écouté quelqu'un pendant 1 heure et où une phrase discrète s'est glissée dans votre tête, presque honteuse. Une petite voix qui disait « Et moi, qui m'écoute ?» Vous l'avez aussitôt chassée, comme si elle n'avait pas le droit d'exister. C'est exactement cela, l'ombre à l'œuvre. La colère fait partie de cette part rejetée et elle mérite d'être regardée autrement. Elle n'est pas toujours le contraire de la compassion. Elle peut simplement signaler qu'une limite a été franchie. Réprimée pendant des années, elle finit par se transformer en ressentiment, en irritabilité, parfois en un retrait brutal qui surprend tout le monde, vous y compris. Il y a aussi quelque chose de plus difficile à admettre, un marché affectif silencieux que peu de personnes osent formuler à voix haute. Si je donne assez, on finira par me choisir, par me protéger, par me rendre un jour ce que j'ai donné. Ce n'est pas une manipulation. C'est un besoin de réciprocité que vous ne vous êtes jamais autorisé à reconnaître. Cela explique pourquoi l'ingratitude blesse autant, bien plus que ce que sa simple ampleur devrait justifier. Vous ne perdez pas seulement de l'énergie dans ces moments-là. Vous découvrez que le contrat silencieux auquel vous croyez sincèrement n'avait, en réalité, jamais été accepté par l'autre. Voici une question qui mérite d'être posée avec honnêteté, même si elle est inconfortable. Donneriez-vous encore autant si vous saviez que cela ne vous garantirait ni amour, ni loyauté, ni reconnaissance en retour? La réponse, souvent, en dit long sur ce que vous attendiez réellement. Reconnaître ces attentes ne vous rend pas moins généreuse. Cela vous permet simplement de ne plus déguiser vos besoins en sacrifice et d'arrêter de vous mentir sur ce que vous espériez vraiment recevoir en retour. Mais toute cette colère et tous ces besoins refoulés pendant des années ne restent jamais silencieux indéfiniment. À un moment donné, ils reviennent, souvent d'une manière que vous ne reconnaissez pas immédiatement. Et c'est précisément ce retour, parfois brutal, que la partie suivante va expliquer. Le retour du contraire. Toute cette colère et tous ces besoins refoulés pendant des années finissent par revenir. Carl Jung décrivait une tendance profonde de la psyché à compenser les attitudes conscientes devenues trop unilatérales. Lorsqu'une personne s'identifie exclusivement à la patience, au don et à la disponibilité, le mouvement opposé s'accumule silencieusement dans l'inconscient, sans qu'elle s'en aperçoive. Plus vous forcez votre compassion consciente, plus ce refus inconscient gagne en puissance quelque part en dessous. Et puis, un jour, le basculement arrive. Le téléphone sonne, vous reconnaissez le nom, et pour la première fois, vous le laissez sonner sans la moindre hésitation, presque étonné par votre propre calme face à cette absence de culpabilité. Carl Jung nommait ce phénomène l'énantiodromie, l'idée qu'une attitude poussée trop loin peut finir par produire son exact contraire.
Une disponibilité sans limite peut ainsi déboucher, presque logiquement, sur une fermeture totale. Ce n'est pas un accident ni un défaut de caractère. C'est un mouvement de rééquilibrage, presque mécanique. Vous reconnaissez peut-être certains signes déjà présents dans votre quotidien. Une fatigue physique après certains échanges pourtant banals, une tension qui monte avant même de répondre au téléphone, des nuits plus difficiles après avoir absorbé les problèmes d'un proche, un besoin intense de silence et cette sensation étrange d'être intérieurement vide. Et voici ce qui change vraiment la façon de comprendre ce moment de votre vie. Il existe une différence essentielle entre perdre sa compassion et ne plus avoir l'énergie nécessaire pour continuer à l'exprimer selon l'ancien modèle. Ce sont deux choses totalement différentes, même si elles se ressentent presque de la même manière au début. Votre retrait n'est donc pas nécessairement la preuve que votre sensibilité a disparu. Il peut simplement être la réponse tardive d'une psyché qui a trop longtemps fonctionné dans le déséquilibre et qui réclame maintenant autre chose que le silence pour continuer d'exister. Précisons tout de même une chose importante avant d'aller plus loin. Une fatigue qui persiste dans le temps peut aussi avoir des causes physiques ou psychiques qui méritent l'avis d'un professionnel. Ce que Carl Jung éclaire ici, c'est un mécanisme intérieur qui n'a jamais la prétention de remplacer un diagnostic. Reste alors une question, la plus importante de toutes. Si ce retrait n'est pas la fin de votre compassion, que devient-elle une fois qu'elle a traversé tout ce chemin? C'est exactement ce que la dernière partie va vous permettre de comprendre. La compassion réconciliée. Si ce retrait n'est pas la fin de votre compassion, alors que devient-elle une fois qu'elle a traversé tout ce chemin? C'est ici qu'intervient ce que Carl Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel une personne devient plus entière en intégrant les dimensions d'elle-même qu'elle avait longtemps rejetées. Il ne s'agit pas de redevenir l'empathe d'autrefois, toujours disponible, toujours prête à absorber la souffrance des autres. Il s'agit de réunir ce qui avait été séparé, votre sensibilité et votre colère, votre désir d'aider et votre droit de refuser, votre amour des autres et votre besoin de vous préserver vous-même. Cette compassion réconciliée fonctionne différemment de l'ancienne. Elle reconnaît la souffrance sans se l'approprier automatiquement. Elle demande à l'autre ce dont il a réellement besoin, au lieu de prendre immédiatement le contrôle à sa place, comme un réflexe presque involontaire. 3 questions peuvent désormais vous accompagner. Cette souffrance m'appartient-elle réellement? Cette personne cherche-t-elle du soutien ou me transmet-elle sa propre responsabilité? Puis-je l'aider sans me trahir, sans faire à sa place ce qu'elle doit accomplir elle-même? Imaginez votre fille adulte qui vous appelle encore, pour la 3e fois cette semaine, au sujet du même conflit avec un collègue. Autrefois, vous auriez cherché la solution à sa place, épuisé mais rassuré de vous sentir utile. Aujourd'hui, vous pouvez simplement l'écouter, sans reprendre son problème sur vos propres épaules et raccrocher sans ce poids familier dans la poitrine. Car un refus, parfois, respecte davantage l'autre qu'un sauvetage automatique. En l'empêchant constamment de rencontrer les conséquences de ses propres choix, vous ralentissez peut-être, sans le vouloir, son propre chemin vers l'autonomie. La véritable compassion ne consiste donc pas toujours à soulager immédiatement. Elle peut consister à écouter sans réparer, à rester présente sans tout absorber, ou à laisser une personne affronter ce qui lui appartient en propre. Vous n'avez pas besoin d'apprendre à ressentir moins. Vous avez besoin d'apprendre à ne plus transformer automatiquement tout ce que vous ressentez en responsabilité personnelle. C'est cette distinction, précisément, qui change tout. Et cette distinction ne se joue pas une fois pour toutes. Elle se rejoue à chaque appel, à chaque silence que quelqu'un vous tend en espérant que vous le remplissiez à sa place. Certains jours, vous choisirez d'écouter jusqu'au bout, sans compter. D'autres jours, vous laisserez sonner, sans culpabilité et sans explication à donner. Rien dans cela ne dit qui vous êtes vraiment. Cela dit simplement où vous en êtes ce jour-là, à cet instant précis de votre vie. Il arrive aussi qu'aider redevienne un choix parfaitement libre, sans arrière-pensée ni dette silencieuse à rembourser plus tard. La différence ne se voit pas toujours de l'extérieur. Personne d'autre ne la remarque, ni dans votre voix, ni dans vos gestes. Elle se sent, à l'intérieur, dans ce petit espace qui existe désormais entre ce que l'autre traverse et ce que vous décidez d'en faire ou non. Et parfois, ce petit espace,
suffit à rendre une journée entière plus respirable, même si personne autour de vous ne sait pourquoi. À quel moment avez-vous compris que c'était à vous de gérer les tensions dans votre famille avant même qu'on vous le demande? Ce rôle, le portez-vous encore aujourd'hui de la même façon? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je vous lis toujours avec attention.